Et celle qui le fait le dimanche suivant, ben, va amener un autre jour, ce qui fait que ça ne devient pas monotone, ce qui fait que c'est toujours enrichissant, ce qui fait qu'on en a le goût aussi. Je pense que la personne va acheter. Comme professeur, moi, j'ai une matière à vendre dans le sens que j'ai de l'histoire. Si l'histoire, je la dis de façon monocorde, toute détaillée, mais si je suis le prof d'histoire qui est prêt à monter sur le bureau, à se déguiser ou à y mettre un peu de passion, bien, mes élèves vont être intéressés. J'y amène quelque chose de plus qu'un contenu intellectuel. Et c'est ce qui me fait peur un peu avec, justement, au niveau de la culture religieuse, mais d'amener plein de choses, mais tellement monocorde, tellement vide, un contenu tellement superficiel que personne ne va y gagner. C'est la différence, elle le dit très bien, la différence entre le programme et la pédagogie et puis l'approche. Juste avant, nous reviendrons là-dessus. Parce qu'on a nos 4 autres sessions où on va aller vers l'avenir. Mais ce que vous venez de dire, ce genre de langage, on ne trouve pas dans un rapport parent. C'est ça qui est frappant. Dans le rapport parent, et je fais un peu une caricature, mais il y a une chose qui est sortie souvent pour montrer, et quand je dis ça, ça fait partie de l'époque de l'après-guerre en Occident, c'est pas unique au Québec. Il fallait se moderniser, et le preuve dans le rapport parent qu'on n'avait pas une école moderne, c'est parce qu'on n'avait pas l'audiovisuel. Et on revient souvent, évidemment, ça nous fait sourire maintenant, mais pour eux, et pour M. Tremblay, qui venait d'une faculté d'éducation aux États-Unis, il y a une sorte d'impérialisme culturel là, il parlait de l'audiovisuel, il ne parlait pas de la passion des professeurs. Il ne parlait pas de... La passion du professeur. Mais c'était qui ça, M. Tremblay? Arthur. Le ministre? OK, Arthur. Oui. Arthur. Moi, je voudrais revenir un petit peu en arrière. Quand vous avez parlé du ministre Sacristin ou du gouvernement Sacristin, je pense qu'il faut apporter des nuances. Jusqu'à la réforme de l'éducation, il me semble qu'il ne l'était pas. Les programmes de... Excusez, tu parles de quelle réforme? La dernière réforme Parce que j'en ai connu 4, moi, là. Oui, je sais bien. Quand tu dis ça commence à la réforme, on dit la même affaire, parce que la première réforme, c'est 69-70. Non, moi, je veux parler de celle de 85 à peu près, là, puis qui arrive avec... où les compétences sont mises en avant autant. Là. Transversal. N'oubliez pas. Avant ça, les programmes de religion catholique ou protestante étaient faits par les églises. Le comité catholique, c'est le comité catholique ou le comité protestant qui approuvait tout et puis qui veillait. Alors, le gouvernement, il n'était pas sacristain, là, vous avez dit. Il donnait. Là, dans ce qui s'en vient... Il faut s'entendre. Quand on parle de bureaucrate sacristain, on parle du éthique et culture religieuse. C'est vrai, je trouve, et c'est pas vrai. C'est vrai en ce sens qu'il rentre tellement dans les détails, puis surtout dans la pédagogie, mais ça, c'est pas sacristain, c'est les deux autres rôles. Mais d'un autre côté, il est tellement pas sacristain qu'il dit justement, on ne veut plus parler de confessionnalité, on donne un cours d'ordre sociologique. Ben c'est ça, un sacristain. Un sacristain, ça ne s'occupe pas des homélies, ça s'occupe des burettes. On dit la même affaire. On dit la même affaire. C'est parce qu'on ne s'entend pas sur la notion de sacristain. Les burettes, les burettes, l'encensoir, puis ils tirent les chasubles des tiroirs. C'est surtout ce C'est qu'il y a un dans la problème de burette. fond, ça. Moi, je voudrais juste, quand vous parlez de 85, moi, je me dis, il y a eu un impact très fort en 88, au moment où les règlements du comité catholique ont été changés, à l'effet qu'un directeur d'école, dans une école confessionnelle, n'avait pas besoin d'être catholique ou d'avoir une confession reconnue dans l'école. Il était directeur. Ça a eu un impact. Ensuite de ça, il y a eu la création des commissions scolaires linguistiques, la création des partis politiques scolaires qui ont fait, pour avoir de l'argent pour financer ta campagne, il fallait que tu crées un parti politique scolaire. Il y a eu toute la réforme, les commissions scolaires qui étaient 1200 sont devenues à 71. Il y a eu cette régionalisation de l'enseignement qui a déplacé les enfants. Il y a eu tout ça en même temps. Ces choses-là font qu'on en est rendu là. Alors, on en est rendu là. C'est le titre de notre prochaine rencontre. C'est suite à un mot célèbre. Quel beau lien! C'est un beau, c'est vrai, c'est une citation, vous savez ça, de l'ancien ministre de l'Éducation. On est rendu On lui a demandé pourquoi vous faites tout ça.
il a répondu, on en est rendu là. Alors, on abordera ça, mais je voudrais, avant de terminer, que vous répondiez un peu à la question suivante, c'est qu'est-ce que c'est qu'on doit tirer, dégager avant tout du passé comme éclairage pour maintenant regarder ce qui se passe actuellement? Comment qu'est-ce que c'est que vous retenez, vous? Ben, moi, je trouve que l'on ne rend pas assez, on ne reconnaît pas assez, on ne le dit pas suffisamment, tout ce qui s'est fait avant pour que l'on soit ce que l'on est devenu. Avec les moyens du temps, financiers, humains et de connaissances. Qui avait les connaissances? C'était les curés, les communautés religieuses. C'est sûr que dans toute civilisation, il y a des abus. Mais cessons de parler de ça et pensons à plusieurs des gens qui nous gouvernent, qui sont issus de ces gens-là et de cette éducation-là. Et je me dis, soyons fiers tout de même de ce passé qui n'est pas, à mon avis, honteux. Émile? Curieusement, la réponse à ta question, elle est dans un rapport du Conseil supérieur de l'éducation. J'étais membre du Conseil supérieur de l'éducation en 1994 et à chaque année, le Conseil supérieur de l'éducation fait un rapport. Le ministre, sachant que la réforme, la quatrième réforme s'en venait, avait demandé au Conseil supérieur de faire un document pour indiquer au ministère comment faire la réforme. Effectivement, 4 collègues et moi-même, on a travaillé pendant 1 an à préparer un document qui s'appelait « Vers la maîtrise du changement en éducation ». Comment on fait pour changer? Et imaginez-vous qu'une de nos grandes conclusions, c'était qu'il faut surtout éviter la tabula rasa. Il faut absolument éviter toutes les erreurs qui ont été faites précédemment de recommencer à zéro. Il faut absolument éviter ça. Donc, on remet ça avec fierté au ministre de l'Éducation en lui disant, vers la maîtrise du changement d'éducation, première chose à faire, éviter surtout de recommencer à zéro. Évidemment, on doit recommencer à zéro. On a reculé pour les... Et ça venait du Conseil supérieur. J'aime beaucoup cette réflexion-là. La mienne, elle est un peu dans le même sens, d'une certaine façon. Ce qu'il faut refuser, c'est la pensée unique et puis la façon de faire unique. Et je trouve que le gouvernement a tendance à uniformiser l'ensemble de l'éducation puis l'ensemble du monde. Et ça, je trouve que c'est un abus, d'une certaine façon, de pouvoir. Puis en même temps, c'est une perte de richesse qui peut sortir de la diversité. C'est ça. Avez-vous un commentaire? Qu'est-ce que vous retenez de l'histoire, du passé? Bon, moi, la chose que je trouve le plus cruciale, c'est que on avait demandé, parce qu'on était tous complices à ça, à l'État de moderniser l'éducation. Parce que dans l'après-guerre, il fallait être moderne. Tout l'Occident était en train de se moderniser. Les gens étaient prêts pour ça. Ils avaient vu tout un monde, surtout grâce ou à travers la Deuxième Guerre. Et on a peut-être confié trop l'éducation à l'État, c'est-à-dire on l'a sorti de la société civile, qui étaient des commissions scolaires, les églises, les contribuables locaux. On l'a confié à l'État. L'État était content de le faire parce que ça valorisait toute une nouvelle formation sociale, une technocratie. Mais maintenant, c'est le temps de ramener l'éducation où il devrait être en Occident, dans la société civile, parce que seulement la société civile est génératrice de culturel, de culture et d'éthique. L'État ne l'a pas. Qu'est-ce que tu appelles la société civile, Gary? Pour moi, c'est les gens qui assument leur responsabilité pour le fonctionnement de leur milieu, leur famille, leur commission scolaire, leur caisse populaire, leur syndicat. C'est des gens, et pour moi, c'est le trait de l'homme libre occidental. Il y a une liberté, une dignité, parce qu'il prend des décisions de conséquences. Et avant la Deuxième Guerre, c'était des gens qui prenaient des décisions de conséquences. C'est sûr, les clergés étaient trop, par exemple. Mais on prenait les décisions de conséquences pour l'éducation de nos enfants. Maintenant, on se fait et on sait déresponsabiliser. Alors, la société civile, c'est